C'est le moment. Pardon? Luthier. Mathieu Luthier. Bah oui, parce qu'il n'est pas écrit sur ma liste, et évidemment, comme ma mémoire est celle d'un poisson rouge, je suis heureux de vous retrouver pour cette dernière présentation de l'après-midi. J'espère que vous avez trouvé tout au cours de ce temps-là ce qui vous convenait pour apprendre, comprendre, développer vos éléments. Le musée de la brasserie et évidemment Destination Nancy sont très attachés à ce que nos conférences soient le plus riches et plus variées possible. On a eu le plaisir d'avoir un nombre de présentateurs tout à fait importants et qui vous ont attiré. Le houblon est un sujet un petit peu particulier et effectivement, il peut ne pas attirer tout le monde. Aujourd'hui, c'est Mathieu qui va nous présenter cette mise en place. Il s'agit du responsable de l'interprofession. Il est en train de mettre en place, pas tout seul bien sûr, tout ça. Et je lui cède la parole très volontiers. À vous. Merci beaucoup et bienvenue à tous. On est très heureux de vous retrouver pour cette première table ronde de l'interprofession du houblon, interhoublon. Et je remercie vraiment l'ensemble des acteurs de la filière, la GPH, Brasseurs de France, le SNBI et la FNH d'être présents pour cette table ronde. Je vais laisser mes interlocuteurs se présenter. Il faut savoir qu'on va comprendre ce que c'est qu'une interprofession, en quoi c'est utile, en quoi ça vous concerne, producteurs, négociants et bien sûr brasseurs, en écoutant les débats avec nos invités en plateau. En tout cas, un grand merci d'être présent avec nous. Je vais laisser la parole à Antoine Vuchner qui reprend de la production se présenter. C'est bon, c'est bon. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Vuchner, je suis secrétaire général de l'AGPH, l'AGPH étant l'Assemblée générale des producteurs de houblon de France. Donc Magali Filu, je suis déléguée générale de Brasseurs de France. Donc Brasseurs de France est le syndicat professionnel qui regroupe des brasseurs qui représentent environ 98% de la production française. Et en tout cas, je suis ravie d'être là parce que je viens d'arriver très récemment à Brasseurs de France. Ça fait que quelques jours que je suis arrivée et je suis ravie d'être présente à cette table ronde. Jean-Olivier Riosset, vice-président du SNBI en charge des matières premières, notamment le houblon. Le SNBI représente 700 brasseurs indépendants et artisans en France. Et donc, je suis membre du collège au conseil d'administration aussi d'Interhoublon depuis l'année dernière et la création de cette filière. Bonjour, Philippe Martin. Je suis secrétaire de l'association française de négoce des houblons français qui est nouvellement créée dans le cadre de cette interprofession. Alors Philippe, puisque vous avez le micro, un négoce de houblon, ça sert à quoi? Le négoce ou la coopérative va permettre aux acteurs économiques du marché du houblon de se rencontrer. Nous avons des acheteurs, des transformateurs qui vont utiliser le houblon. Nous avons des producteurs de l'autre côté qui vont produire ce houblon. Le négociant fait le lien entre ces deux mondes avec leurs respectives contraintes. Merci Philippe. Alors avant de plonger un petit peu dans le débat d'à quoi sert Interhoublon, quelle est sa mission, on va d'abord s'intéresser un petit peu sur l'anthropisme sur la production, les chiffres clés. On va commenter ça un petit peu avec la GPH, avec Antoine Vuchner qui représente la filière. Et puis après, on va rentrer dans le débat. Alors vous avez quelques chiffres clés à l'écran qui vous apparaissent. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il y a deux bassins historiques de production, l'Alsace et la région Grand Est et le Nord. Et puis vous avez maintenant du houblon partout en France. C'est une grande nouveauté. Depuis quelques années, le houblon se développe beaucoup. Antoine Vuchner, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces chiffres? Ces chiffres sont très encourageants. Nous avons effectivement toujours le gros pourcentage de la production qui est concentré en Alsace. Mais nous sommes heureux de voir que dans toutes les régions de France, maintenant, des néo-houblonniers, des nouveaux houblonniers prennent le pas pour, en tout cas, permettre aux brasseurs français de consommer du houblon français. Je rappelle seulement qu'en France, on doit maintenant tourner autour de 600 hectares pour une production qui doit, cette année, peut-être avoisiner les 950, peut-être 1000 tonnes. Mais le marché français ne représente encore aujourd'hui que même pas 1% du marché mondial, le gros étant représenté dans un premier temps par les États-Unis et l'Allemagne, ces deux pays faisant globalement 75% du marché. La France est quand même à la 10e position. J'ai envie de passer le micro à nos amis brasseurs. Qu'est-ce que vous pensez de ce renouveau de ces chiffres du houblon qui se développe
peut-être l'un des deux. Je crois qu'il y a une volonté très forte, effectivement, d'avoir une proximité. Aujourd'hui, la proximité avec les matières premières agricoles sont primordiales et on le voit aujourd'hui quand on voit le dynamisme de la filière brassicole, dynamisme sur l'ensemble des territoires. Et je crois que c'est effectivement un challenge qu'il faut relever. On voit qu'il commence à être relevé puisque les chiffres sont extrêmement encourageants. Et puis, il ne faut pas oublier que le houblon, c'est un peu l'épice de la bière. C'est un peu ce qui va faire aussi l'identité. Et donc, je pense que cette diversité territoriale doit être aussi une force. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais aussi de la diversité variétale et qui va faire finalement l'identité de l'ensemble des brasseurs. Jean-Olivier, justement, vous aussi qui représentez un petit peu, vous avez dit, les brasseries des territoires, 7000 brasseries locales, artisanales. Ce développement du houblon au niveau national, comment vous le constatez dans votre métier au quotidien ? Alors on peut faire un constat qui peut être des fois un peu cruel. Si on veut trouver des maltes, des orges, du blé, des maltes français, on n'a absolument aucune difficulté. Pour ce qui concerne le houblon, il y a quand même un déficit aujourd'hui de quantité en termes de volume. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une grande partie des houblons français qui sont exportés. On avait fait un calcul un peu à l'emporte-pièce, mais on pensait que pour les brasseries artisanales françaises, il fallait environ 350 à 360 hectares de houblon, enfin de houblonnières plantées, et on ne les a pas aujourd'hui. La part du bio, là, je suis en train de la regarder, c'est 8,6% des surfaces plantées, même s'il y a eu une belle progression, puisqu'on a multiplié quasiment même plus de deux fois la quantité de surface depuis 2017 ou 2016. On a vraiment un déficit de houblon bio et de houblonnières locales pour pouvoir satisfaire le besoin des brasseurs indépendants et artisans en France. Donc on est au début de l'histoire et c'est pour ça que je pense que la filière houblon et l'interprofession a son importance pour développer cette filière, parce qu'aujourd'hui elle est fortement déficitaire par rapport à la demande qui est exponentielle chez les brasseurs français qui voudraient bien en fait se fournir en local, qui voudraient bien se fournir en bio et qui aujourd'hui ont des grosses difficultés par rapport à ça. Je ne mets pas du tout la faute sur les producteurs aujourd'hui. Il y a un manque, on va dire, de vocation et il y a un manque de création encore qui est flagrant. Il faudrait beaucoup plus que ça pour pouvoir satisfaire les besoins, quoi. Donc il y a des belles pistes de développement et de perspectives pour la filière et en particulier pour la production. Tout à fait. Philippe Martin, au niveau du négoce, est-ce que justement ce développement un peu partout du houblon en France, dans toutes les régions françaises, le bio, on en a parlé juste avant aussi, qu'est-ce que vous, dans votre métier de commerce, comment est-ce que vous réagissez par rapport à tout ça ? Il est évident que dans tous les jours, on ressent des stress sur le marché. On l'entend souvent qu'il n'y a pas assez de houblon sur le marché. Du côté des acheteurs, donc des transformateurs de houblon, les brasseries. Et d'un autre côté, on va entendre aussi certains producteurs trouver qu'il y a des longueurs sur plusieurs variétés, que certains stocks s'accumulent. Donc l'exercice n'est pas facile, il faut, je pense, vraiment discuter, échanger, apporter plus de transparence sur l'ensemble des négociants français, sur quels sont les stocks qui sont disponibles, et ensuite travailler avec les producteurs pour faire planter les variétés ou sous l'agriculture qui convient, comme Jean-Olivier parlait de bio, travailler à attirer des agriculteurs vers la culture du houblon bio ou non bio. Merci Philippe. Je me retourne encore aussi vers les brasseurs. On sait qu'aujourd'hui, la consommation de bière augmente. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre ambiance de marché actuellement ? On va dire hors période contexte Covid, puisqu'on sait que c'est un petit peu difficile. Ces dernières années, c'est pas encore fini. On sait que 2022, ça a une année un peu charnière pour l'activité brassicole française. Mais malgré tout, la tendance de fond pour vous, brasseurs, pour l'avenir, c'est quoi ? La tendance, bon, c'est vrai qu'il y a eu l'épisode de Covid qui a été une parenthèse un peu désenchantée là, pendant un an et demi, avec la fermeture d'une bonne partie de nos clients aussi, il ne faut pas se leurrer, ça a été compliqué. Globalement, on peut s'apercevoir que depuis la reprise de l'ouverture, notamment des CHR, on a quand même une forte augmentation des volumes, il y a une forte augmentation de la demande. On a des bières, comparées à d'autres, qui sont là aussi globalement plus demandeuses en houblon. On a quand même des quantités de houblon qui sont assez fortes dans les bières artisanales et les bières des brasseurs indépendants. Donc il y a quand même ce besoin qui est là. La tendance, c'est la tendance qu'on a depuis 5 ans, 6 ans. Aujourd'hui, on a une augmentation des volumes chez les brasseurs indépendants. On a une appétence plus forte aussi de la part des consommateurs pour des produits qui sont des produits gastronomiques.
On peut, je pense, aujourd'hui se détacher complètement de l'image bière-pizza devant un match de foot, quoi. On est sur des bières gastronomiques, on se retrouve avec nos bières dans des restaurants étoilés, on est dans les CHR, dans les épiceries fines, on n'est pas uniquement dans les grandes surfaces, j'ai rien contre les grandes surfaces, mais globalement, on a quand même une augmentation de la valeur ajoutée de nos produits. Et c'est pour ça que c'est intéressant que la filière houblon arrive à suivre cette demande et passe pas à côté, parce que aujourd'hui, qui bénéficie en fait de cette amélioration de la production, cette amélioration des prix aussi des bières, ce sont essentiellement des gens qui sont présents à l'étranger et qui peuvent fournir des variétés qui ne sont pas présentes en France, soit en quantité, soit en qualité. Alors je ne dis pas qu'en France il y a de la mauvaise qualité, je parle de qualité au sens un peu HACCP du terme, c'est-à-dire les variétés qu'on ne peut pas retrouver en France. Donc il ne faut pas passer à côté de ça, je pense. Oui, effectivement, je dirais, pour peut-être rebondir sur les propos, parce qu'effectivement, le constat est identique. Pour moi, il y a vraiment 4 enjeux forts. Et ce que souhaite le consommateur. Le consommateur, il a la recherche de naturalité, hein, on le voit sur l'ensemble des produits, à la fois de responsabilité et de RSE, à la fois environnementale. Et c'est un enjeu fort pour la filière également d'avoir une filière qui répond à ces exigences environnementales. La diversité, qui est très forte, une demande de diversité, un consommateur de plus en plus complexe et qui veut aussi avoir une bière pour chacun de ses moments de consommation. Et là, on le voit bien que le houblon, comme il est partie intégrante, il y a vraiment un rôle à jouer. Et puis voilà, je dirais le dernier point, et on l'a vu, c'est la proximité. Donc voilà, ces 4 enjeux pour compléter les propos qui viennent d'être dits. Je pense que c'est 4 enjeux primordiaux et auxquels la filière houblon, et c'est aussi l'objet de cette interprofession où toutes les parties prenantes sont autour de la table, de pouvoir répondre à la demande des brasseurs et in fine évidemment à la demande du consommateur qui est très diversifiée. Et Magali, tant que vous avez le micro, est-ce que finalement on pourrait dire que la bière met la pression au houblon avec ces nouveaux enjeux? Non, moi je ne vois pas comme ça. Je pense qu'on a une formidable dynamique de filière et que justement cette interprofession, elle est là aussi pour répondre. On est quand même sur un marché dynamique, mais au regard de l'histoire de la bière, un marché dynamique récent. Et donc justement, je trouve que c'est bien la responsabilité de l'ensemble de la filière, des professionnels, de nous tous, de se dire quels sont les leviers pour continuer à développer, à accompagner cette filière. Donc au contraire, il n'y a pas du tout de pression. Il y a, je dirais, un projet collectif, et un projet collectif qui, moi, dans mes précédentes fonctions, j'étais dans de nombreuses interprofessions, et c'est aussi un engagement sur le long terme et de réfléchir sur le long terme. C'était bien sûr au sens noble du terme que je parlais de pression, on s'en doutait bien. Voilà, merci Magali. Antoine, on va revenir un petit peu sur finalement l'origine de ce projet interprofessionnel. Il résulte d'une stratégie portée par la production, par la GPH. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur cette stratégie construite en 2019, France Houblon 2022 ? Je peux vous en dire un petit mot, bien évidemment. La GPH, déjà, ce que je voulais dire, c'est que c'est une vieille dame. Cette association nationale a été créée dans les années 30, regroupait déjà les Alsaciens et les gens du Nord. La GPH, depuis 2018, a accepté ou a reçu. La GPH a accueilli un certain nombre de nouvelles associations. Je vais les nommer. On a les houblons de Normandie, en Normandie. On a Open dans le sud-ouest. On a la bière de Provence dans le sud-est. On a Houblon de France, ce qui regroupe un certain nombre d'associations également et des houblonniers indépendants. Donc à partir de 2018, on a eu envie de fédérer quelque chose de fort au niveau de la filière. On a créé un nom, on a donné un nom à cette filière, c'est le nom de France Houblon. Nous avons développé un plan de filière et nous avons réfléchi avec les brasseurs et les négociants à cette volonté de créer une interprofession, d'autant qu'à l'époque, Emmanuel Macron, récemment élu, souhaitait en tout cas ne s'adresser qu'aux interprofessions. Donc on était vraiment dans l'air du temps. On a été un petit peu, c'est vrai, à l'initiative de ce projet, on a beaucoup travaillé et aujourd'hui on est fiers d'avoir pu en tout cas trouver un moyen pour nous de retrouver avec les négociants, les brasseurs, les producteurs pour discuter de beaucoup de sujets parce que les houblonniers savent pertinemment que, puisqu'il s'est fait du houblon en Alsace depuis près de 400 ans,
les houblonniers savent pertinemment que la vie du houblonnier n'est pas simple et que le marché est très fluide à de nombreux aléas. Et ça a posé dans le passé un certain nombre de problèmes, et c'est en les discutant qu'on pourrait peut-être demain les éviter. Alors Antoine, justement, cette histoire, ce sont des hommes qui la construisent, hein, on a quelques retours à l'écran. Est-ce que vous pouvez justement nous partager tout simplement ce parcours? Vous en avez un petit peu évoqué des choses, vous avez un petit peu les dates clés hein, de la construction de la filière, vous avez été un peu la cheville ouvrière aussi pour le plan filière. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de mots sur cette histoire? Cette histoire est riche, effectivement, c'est important de rappeler que c'est une histoire d'hommes, parce que dès lors où un certain nombre... Et de femmes. Et de femmes, enfin quand je dis des hommes, c'est d'êtres humains, on va dire. Pardon pour ça. Dès lors où certaines nouvelles associations avaient rejoint la GPH, nous avions eu l'idée de créer les assises du houblon, les premières assises du houblon en 2019. La première journée était consacrée aux producteurs et la deuxième journée étant consacrée à des tables rondes, justement pour cette vision de la filière. Ensuite, nous avons écrit ce plan de filière qui a abouti rapidement à la création de l'interprofession en février 2020. Interprofession qui a été lancée en présence du ministre de l'Agriculture à l'époque, M. Didier Guillaume, au Salon de l'Agriculture. Et en 2020, nous avons commencé à essayer puisqu'il faut bien évidemment des fonds pour pouvoir mener à bien les actions techniques que l'interprofession voudra mettre, à la fois pour les brasseurs, les producteurs et les négociants. Nous avons commencé à répondre à un certain nombre d'appels à projets de France Agrimaire et nous avons été lauréats. Il y a beaucoup d'actions qui intéressent en tout cas maintenant l'ensemble des associations adhérentes à la GPH. On peut y revenir s'il y a besoin d'en parler. Et donc ensuite, nous avons fait un séminaire stratégique de la GPH à Sainte-Livrane-sur-Lot, dans une région délocalisée de la région historique, justement pour créer des liens, bâtir ensemble un vrai projet. Et le temps fort de ce séminaire était le premier congrès du houblon avec des personnalités locales qui nous a permis un petit peu de présenter la vision des producteurs au sein de la nouvelle interprofession. Merci Antoine. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus au cœur de notre sujet, le sujet de l'interprofession, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une interprofession dans la salle. Et je vais vous laisser un petit peu tout simplement dire, voilà, au fondement, quand on a créé cette interprofession, qu'est-ce que vous vouliez faire? Pourquoi il fallait faire une interprofession? Peut-être qu'Antoine, vous pouvez passer la parole à Magali ou à d'autres personnes autour de la table. Alors, ce qu'on voulait faire, c'est en fait ce qu'on voulait faire dans cette interprofession, et je laisserai les représentants des autres membres s'exprimer également. Nous voulions trouver un endroit où l'ensemble des acteurs de la filière allaient pouvoir se rejoindre, discuter de tout, de manière à bâtir la vision 2030 de la filière houblon. Donc cette interprofession, elle contient des collèges. Moi, je représente au sein de la GPH le collège des producteurs. Nous avons le collège des négociants et le collège des transformateurs, mais c'est peut-être mieux de leur laisser la parole. Alors c'est très compliqué pour moi parce que je n'étais pas là à ce moment-là, donc je vais quand même essayer de me faire le porte-parole. Parce qu'effectivement, tu viens de le mettre, avant tout une interprofession, c'est un lieu de dialogue et un lieu, je disais tout à l'heure, de répondre aux différents enjeux. Et je pense qu'il y a différents enjeux qui sont très importants. C'est effectivement la structuration de la filière, la connaissance aussi de la production. On le voit bien, on en parlait encore récemment tout à l'heure sur le stand, et finalement de connaître aussi le houblon et dans toute sa diversité et l'influence aussi des conditions pédoclimatiques au houblon. Donc ça, c'est un enjeu important parce que bien connaître son produit, c'est aussi de bien connaître son produit et aussi les spécificités territoriales. C'est un enjeu qui est évidemment très fort. On en parlera sans doute, mais l'innovation. Et puis aussi, effectivement, la communication autour de ce produit qui est absolument incroyable, qui est le houblon, et dans toute sa diversité. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment des enjeux très forts, un challenge très fort. Et même si jamais ça fait, je pense que dès qu'on est ensemble, on va plus loin. Donc c'est vraiment tout l'enjeu de cette interprofession. Alors Jean-Olivier, justement, Jean-François, votre président que j'ai vu, me disait que le SNB a aussi beaucoup contribué à la construction de l'interprofession. Vous, justement, qui étiez au cœur de
pour parler des négociations initiales. Votre projet au départ pour cette interprofession, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais parler plus à mes confrères brasseurs qu'à l'ensemble de l'interprofession en elle-même. Pour que vous compreniez bien le principe de l'interprofession, je vais parler très simplement. Il y a une partie des droits d'assises qui, à terme, va être attribuée à l'interprofession pour le développement de la filière. Donc je pense que c'est à peu près normal que le collège des producteurs puisse décider collégialement avec les autres comment cet argent va être utilisé et à quel escient. L'escient, il est très bon, c'est le développement de la filière houblon. On veut tous, on l'a dit 10 fois depuis le début de la réunion, avoir des producteurs au plus près de chez nous qui puissent développer des variétés qui soient les plus adaptées au terroir et puis satisfaire les besoins des brasseurs. Donc la présence du SNBI paraissait parfaitement logique puisqu'on est impliqué localement dans la plupart des associations de producteurs, des producteurs de houblon. Et on veut pouvoir avoir notre mot à dire, gentiment, en accompagnement évidemment. On n'est pas dans le coffee là du tout, on est vraiment dans une édition collégiale et c'est ce qui est extrêmement appréciable dans l'interprofession. On veut pouvoir donner notre avis sur ce dont on a besoin parce que finalement, nous sommes les consommateurs finaux du produit. On le transforme évidemment et ensuite on nous envoie les consommateurs qui vont boire nos bières. Mais on est les premiers à acheter le produit. Donc il faut qu'on soit capable de dire ce que l'on recherche en termes de variété, ce que l'on recherche en termes de production, ce que l'on recherche en termes de bio, de pas bio, et qu'on soit capable de donner une vision à long terme au producteur, parce que le producteur, lui, il est dans son activité au quotidien. Je ne dis pas qu'il a les œillères, pas du tout, mais c'est un boulot énorme de travailler sur la production de houblon. Ça prend un temps fou, c'est très chronophage, on le sait. Donc s'il peut avoir derrière ces consommateurs, ces acheteurs principaux, qui lui disent vers où ils veulent aller, mettre en place, je déflore un petit peu la suite, mais si on peut mettre en place des partenariats par la contractualisation, assurer l'avenir des producteurs de houblon sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, en leur disant nous on est prêt à vous acheter à tel prix pendant telle période votre future production, ça permet de rassurer aussi. Alors, nos amis alsaciens et du Nord sont habitués à ça depuis plus d'une centaine d'années, donc ils savent travailler, il n'y a pas de souci. Ils sont capables de gérer les variations de production et puis la commercialisation. Mais tous les néo-houblonniers qui s'installent, qui n'ont pas forcément ces notions-là de rentabilité et de vision à long terme, il faut qu'on soit capable de rassurer la filière. Parce que c'est bien gentil de dire on veut travailler avec du local, mais si on ne met pas les choses en place de notre côté, nous, producteurs, pour rassurer les futurs houblonniers qui s'installent, ça manque un peu de sens quand même. Alors pour compléter un petit peu les propos de Jean-Olivier, quelques chiffres clés. La production de houblon, c'est 300 heures de travail au champ par hectare en conventionnel, 450 heures quand on fait en conduite en biologique, d'accord ? Pour vous donner un petit peu un chiffre médian d'investissement, on est sur un investissement autour de 1 million d'euros pour 10 hectares, à peu près c'est la fourchette haute. On peut avoir des modèles qui sont moins chers en investissement dans les nouvelles régions de production par exemple. Et puis la marge hectare à peu près qui est recherchée pour un houblonnier, c'est entre 12 000 et 15 000 euros de l'hectare, pour pouvoir rembourser les investissements qui sont très importants dans le houblon, puisque c'est une culture, comme vous le savez, qui demande des spécificités matérielles d'implantation avec les échafaudages, la cueilleuse, le séchage, etc., etc. Donc la question de la visibilité, vous avez aussi parlé tout à l'heure de la promotion, du renouvellement des générations, et ça veut dire qu'effectivement, il faut donner des gages à une filière, il faut donner envie à des jeunes de s'installer, et Jean-Louis, vous l'avez dit, effectivement, si on n'a pas les moyens de sécuriser financièrement aussi des filières, c'est compliqué de rassurer les producteurs. Il y a un point aussi qu'on ne peut pas éluder, c'est que la filière brassicole elle-même ne peut pas communiquer comme elle le souhaite, puisque nous sommes restreints par la loi E20. La loi E20 nous bloque énormément en termes de communication. On peut communiquer à travers la filière houblon, en passant à côté de la loi E20, parce que là on parle d'un produit agricole, on ne parle pas du produit fini de la bière. Donc c'est une façon un petit peu détournée certes, mais ça permet de mettre en avant quand même la filière globalement par l'intermédiaire de cette profession et c'est quand même utile. Magali, vous voulez rajouter quelque chose? Non? Non, je partage effectivement il faut avoir des visions, je disais tout à l'heure une vision long terme, et c'est le rôle de l'interprofession. Et quand je parlais de structuration de filière, on est vraiment dans ces sujets-là. Ça veut dire on est effectivement sur du long terme, et que ça sert, je dirais que c'est l'objectif de l'interprofession, c'est effectivement un espace de dialogue permanent et puis qui permet de conforter et puis une filière de l'amont jusqu'à l'aval. Donc je pense que c'est un point extrêmement important et je partage complètement ce qui vient d'être dit. Philippe Martin, quand on est négociant, une interprofession, ça sert à quoi dans le houblon?
Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais essayer d'être plutôt assez clair. Il faut que les producteurs et les brasseurs arrivent à se parler, et pas que à travers l'intermédiaire de négociants. Il faut qu'il y ait une certaine visibilité de l'ensemble de la filière, et c'est pour ça qu'on dit structurer à la filière. L'attente qu'on peut avoir sur une interprofession, c'est de passer de la Halle au Houblon de Londres en 1690 avec un marché beaucoup plus ouvert, avec des vraies transmissions d'infos et de voir dans le futur où est-ce qu'on veut construire cette filière. La filière brassicole française, vous m'arrêterez si je me trompe, on a quand même des ambitions de développer une bière qui soit dite de qualité, donc de développer des styles de bière et qu'on soit reconnu autant par nos consommateurs français qu'à l'international. Et pour cela, sans cette interprofession houblon, il va être très compliqué d'assurer des approvisionnements sans donner des perspectives à nos agriculteurs qui sont à la base des matières premières qui vont être utilisées dans la bière. Donc en cela, on arrive en parlant, en communiquant et en ayant des accents concrets, je pense qu'on en parlera peut-être juste après, c'est en cela qu'on gagne en force et surtout en échange de faire des choses un petit peu plus intelligentes dans le sens que de faire des ventes à la criée. On arrive à savoir vers où on veut aller et quels sont les moyens qu'on va se donner. Merci Philippe. Justement, pour un petit peu, on arrive sur la fin de notre temps de débat. Après, il y aura un temps d'échange avec la salle. Les enjeux pour vous, maintenant, on a parlé un petit peu de la mission de l'interprofession. Les enjeux, notamment par rapport au financement, ce qu'on peut faire avec du coup la CVO. Quelles sont vos attentes, justement, en tant que différents collèges par rapport aux différents enjeux que vous avez déjà un petit peu cités? On a parlé d'innovation. Qu'est-ce que vous entendez derrière le mot innovation? Est-ce que c'est par exemple aussi dans les modes de production innovants, par exemple? J'aimerais un petit peu avoir votre retour en tant que membre de l'interprofession sur vos attentes par rapport à cette vision un petit peu prospective 2030. Sur quoi doit travailler le houblon demain? En termes d'innovation, pour le négoce, c'est une innovation, on va dire, de brownfield, des choses qui existent déjà à travers d'autres filières agricoles. Et c'est le point numéro 2, c'est structurer la filière à travers des échanges établis et encadrés. Aujourd'hui, c'est un marché de gré à gré. Je fais avec mon producteur, avec mon négociant, moi, brasseur, je vais faire un contrat. Ce contrat est totalement donc de gré à gré avec des règles assez simples. Mais on va, dans ce cas-là, créer différentes conditions qui ne permettent pas d'assurer un futur on va dire transparent pour tous les acteurs. Et on ne fait que faire confiance, avec une structuration un peu plus marquée dans les contrats notamment. La durée est encore à travailler et libre à chaque acteur. C'est vers là qu'on va, au moins dans les prochaines années, gagner énormément, je pense. Donc, si je vous suis bien, Philippe, vous avez parlé un petit peu d'enjeux juridiques, de sécurisation, transparence, contractualisation. C'est ça un petit peu vos enjeux pour le... Oui. Merci Philippe. Le pragmatisme alsacien m'émeut toujours. Je ne sais plus si Philippe Martin est vraiment alsacien, mais... Ouais, enfin, mais il est devenu finalement. Il est devenu. Par capillarité. C'est chouette. Pour les brasseurs, vraiment, je vais vous donner un exemple, vous allez rapidement le comprendre. Vous voyez à mon accent que je ne suis pas du sud de Saint-Nicolas-de-Port, je suis plus dans le sud. Aujourd'hui, on a vu les chiffres tout à l'heure, il y a 2 hectares aujourd'hui plantés en Occitanie. On est 210 ou 220 brasseries. 2 hectares, c'est en bio, donc on va dire, allez, à la louche, ça fait 1,5 tonne, 1,6 tonne de houblon préparé. C'est à peu près ce que je consomme moi à l'année. Donc ça veut dire que moi je pourrais consommer l'intégralité de la production d'Occitanie et j'aurais 209 collègues qui n'auraient pas un gramme chez eux, quoi. Donc l'ambition pour les brasseurs, c'est bien évidemment le développement de la filière. Dans toutes les régions, évidemment, dans les régions historiques bien entendu, mais pas que. Donc d'avoir aussi, on parlait de proximité. Proximité, on peut en parler, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas que ça reste juste de l'incantation. Il faut vraiment qu'on puisse favoriser la mise en place de... La mise en place de des houblonniers un peu partout sur le territoire, et ça peut se faire uniquement avec
des bases d'argent, d'argent public et d'argent privé, amener des investisseurs à rentrer dans la filière et sécuriser, comme ça a été dit tout à l'heure, par des contrats, et puis amener une crédibilité auprès des pouvoirs publics, notamment du ministère de l'Agriculture, pour que derrière on puisse avoir des fonds France Agrimaire, des fonds après régionaux qui permettent, comme pour n'importe quelle activité agricole aujourd'hui, de pouvoir faciliter les implantations. Ce n'est pas logique qu'aujourd'hui on puisse s'installer, je dis n'importe quoi, pour faire, j'ai rien contre ça, contre la betterave ou contre le haricot, on peut toucher jusqu'à 70% de subvention. Et dans le houblon qui ne rentre pas dans la bonne case de la PAC, qui est malheureusement dans la case plante aromatique, donc pour le parfum et pas pour la bière, on ne puisse pas récolter un centime pour pouvoir se développer. Donc il faut pousser aussi, il doit y avoir une force, et elle est représentée par l'interprofession, puisqu'on est tous ensemble autour de la table pour discuter d'une seule voix ensuite auprès des pouvoirs publics. C'est un élément, je pense, essentiel de négociation auprès des pouvoirs publics pour obtenir les aides et faciliter l'accès aux néo-houblonniers et aux houblonniers classiques qui veulent se développer sur le territoire. Alors Jean-Olivier, je complète quand même un petit peu sans vous m'opposer à ce que vous dites. Il y a quand même des aides PAC pour le houblon qui existent. Après, effectivement, le problème c'est que l'enveloppe elle est fixe. Et donc ça veut dire que si le houblon se développe, on va réduire l'aide à l'hectare, ce qui est quand même en soi un souci. Et puis il y a quand même, heureusement maintenant, disons-le, on peut le soutenir aussi qu'un travail de la GPH, c'est le développement des plans régionaux. La région Rhône-Alpes, vous le savez, par exemple, a développé son premier plan brassicole. La région Normandie aussi. Occitanie, j'espère que ça viendra demain, mais pour l'instant, je crois qu'on n'en a pas entendu parler. On a une réunion le 4 novembre à Toulouse à ce propos. Ils sont tout à fait ouverts à la négociation et ils sont très très intéressés, ils sont très impliqués dans la filière. Donc, je pense que l'interprofession, ça sert à ça aussi, c'est aller voir les différentes régions, leur parler pour celles qui ne sont pas forcément au courant de cette filière-là et permettre de mettre en place des mesures qui peuvent permettre l'implantation de houblonnières un peu partout en France, parce que c'est aussi le but. Merci beaucoup Jean-Olivier. Magali, au niveau un petit peu des enjeux d'innovation ou autres, qu'est-ce que vous attendez aussi en tant que brasseur sur ces compléments-là? Alors, je ne vais pas refaire l'histoire du houblon parce que j'aurais peur peut-être de me tromper, mais c'est vrai qu'il y a une demande effectivement sur une aromatisation et de houblon, enfin avec des arômes très développés, et je pense qu'il y a un véritable sujet de recherche. La recherche variétale, vous allez dire que c'est un peu mon mot qui revient sans arrêt de dire long terme, mais en recherche variétale, c'est vraiment le long terme qui prime. Et on sait que ce qu'on m'a dit, qu'on pouvait, c'est entre 10 et 15 ans, 16 ans parfois pour certaines variétés. Donc c'est vrai qu'on voit bien que l'engagement, je ne vais pas répéter, mais effectivement l'engagement dont vous parliez, effectivement il faut qu'on regarde les variétés et aussi la connaissance de la production. Et je pense que c'est extrêmement important parce que même si c'est un sujet amont, c'est en fait un sujet de l'ensemble de la filière. Et c'est ce sujet-là qu'on doit regarder très fort. Et l'innovation, elle a été très forte chez les brasseurs. Et effectivement, maintenant, cette innovation, elle doit vraiment irriguer toute la filière. Donc je crois qu'effectivement, les temps ne sont pas les mêmes, parce que le temps de la culture, le temps de l'innovation et de nouvelles variétés, c'est un temps long. Et voilà, je crois que c'est un challenge pour nous tous. Et c'est vrai que je ne suis peut-être pas la mieux pour parler de ces sujets-là, même s'ils me passionnent énormément. Donc je vais laisser la parole à Antoine. Merci Magali. Alors Antoine, sur des sujets un peu plus peut-être agronomiques, est-ce que vous pourriez un petit peu nous donner des axes qui sont intéressants pour la production en termes de recherche? Alors, du côté des producteurs, produire c'est bien, vendre c'est bien aussi. Il va falloir qu'on produise ce qui est demandé par les brasseurs dans la qualité qui est demandée par les brasseurs. Donc on aura un gros travail, déjà dans toutes les régions, de savoir si ça passe, comment ça passe. Il n'y a rien de tel, un marché sera déséquilibré dès lors où il y aura des stocks. Et on comptera très fort sur l'association des négociants pour envisager une commercialisation sur d'autres pays si demain on avait des stocks. Mais l'objectif n'est pas là. En houblon, il faut savoir qu'il y a 230 variétés. On a la chance en Alsace d'avoir une recherche qui a débuté dans les années 2000. Comme le disait Magali, ça prend du temps. On a aujourd'hui un certain nombre de variétés françaises. Il va falloir peut-être trouver un moyen justement pour accélérer ce processus. Comment, je n'en sais rien, on a quelques pistes, mais en tout cas, si on accélère ce processus, on devra pouvoir voir déjà si on arrive à trouver des variétés plus rapidement. Ensuite, tester les variétés dans les différentes régions de France pour savoir si elles sont adaptées. Les climats sont différents, les sols sont différents, certaines variétés peuvent passer, peuvent pas passer, apporter des caractéristiques aromatiques différentes, on n'en sait encore rien.
Après, un des grands enjeux, ça va être la culture du houblon à terme. On a eu une année exceptionnelle, exceptionnellement pourrie, on va dire, en termes de climatologie. On a de bons rendements houblon, donc on voit que forcément la pluie, ça aide. On a des bons rendements aussi industriels. Dans le houblon, le taux d'alpha est meilleur, donc forcément il y a des impacts. Il va falloir que demain on puisse se préparer à des années plus difficiles, le réchauffement climatique, des nouveaux modes de culture, tout ce qui va permettre en tout cas demain aux houblonniers de vivre de leur production, car moi je reviens toujours à la seule solution, c'est produire c'est bien, mais vendre c'est vraiment ce qui va assurer la pérennité de la filière. Merci Antoine. Donc si je vous suis bien, il y a beaucoup de beaux enjeux pour cette interprofession qui a effectivement des axes de travail nombreux et variés. C'est la première année qu'elle va se lancer. Rappelons que la signature de l'accord interprofessionnel interviendra mardi, avant une période d'études auprès du ministère de l'Agriculture. On va vous laisser peut-être dans la salle si vous avez des questions que vous voulez poser aux différents collèges, et puis on clôturera ce débat dès que les questions seront posées. En tout cas, merci pour cette présentation tout à fait riche et enrichissante. C'est la place effectivement aux questions. Il y avait tout à l'heure un débat autour du bio. On a à peine effleuré tout à l'heure. Peut-être qu'il y a encore des questions qui viendront se poser autour de ça. Et c'est le moment d'intervenir. Merci beaucoup. Oui, je repose la question que j'ai posée à la conférence précédente. Donc c'est super, hein, ça se structure, il y a des vrais plans d'investissement, de recherche et tout ça. Mais là, concrètement, maintenant, il y a un déficit de houblon bio par rapport aux besoins. Combien de temps encore on va être comme ça à la merci des prix du marché du houblon bio, où on va devoir, où on n'aura aucune prise sur le prix du houblon bio? Combien de temps ça va prendre pour que cette structure qui se met en place produise les bonnes quantités de houblon bio pour les brasseurs qui en ont besoin? À vous. Je pense que la question est assez claire, et s'il y a quelqu'un qui a une réponse ou qui a une boule de cristal, il faut me le dire. Le seul moyen pour avoir des prix qui soient stabilisés, c'est d'arriver à un équilibre d'offres et de demande. Combien de temps? C'est justement tout l'objet de la construction de cette interprofession qui est lancée en 2020. Donc il y en a pour un moment, et d'en structurer la filière, ou en tout cas développer ce houblon sur le territoire, sans un appui important de la part des brasseurs et des pouvoirs publics, il n'y aura pas les surfaces en face. Le houblon est une culture exigeante. Le bio, il est facile de faire 25% de rendement attendu. Et on est dans une législation qui impose pas mal de contraintes aux agriculteurs français, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas dans d'autres pays, qui eux vont pouvoir, de par leur filière structurée et plus importante, réagir et dicter les prix qui peuvent se faire sur le marché français. Et là, la négoce française, elle n'est pas nécessairement en position de force par rapport à deux mastodontes qui vont réaliser peu ou prou 25 000 hectares dans chacun de ces deux gros pays. Donc, combien de temps, je ne sais pas, mais c'est les actions qu'on mène là, autour de la table, qui nous permettent d'y répondre, et je l'espère, dans les meilleurs délais. Antoine Vuchner veut réagir. Un petit complément quand même sur les surfaces de bio. En fait, on constate aujourd'hui que les nouvelles installations sont plutôt déjà en bio et que la sole progresse, hein, mais je laisserai Antoine compléter. C'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, 98% des nouvelles plantations hors région historique sont en bio. On a de bons échos ou pas, ça dépend, c'est très compliqué parce que avec une année comme celle qu'on a vécue, même dans les régions historiques qui se sont développées en bio, on a des gamelles, il faut quand même le dire. On n'a pas beaucoup de produits de traitement, on n'en a déjà pas beaucoup sur les produits conventionnels, donc encore moins sur le bio. Mais tout ça pour dire que le bio progresse en France. Après, je parle sous couvert des brasseurs, il me semble que la bière bio, même si on en voit un petit peu dans le nord de l'Europe, soit presque un thème national. En fait, c'est surtout franco-français. Donc, on fait tout, on fait progresser les houblons des autres régions. Dans le nord, je sais qu'il y a eu aussi 2 ou 3 nouvelles plantations de bio. En Alsace, on devrait arriver à une centaine de tonnes normalement l'année prochaine.
On fait tout pour approvisionner ce marché. Après, derrière, moi, ce que je ne sais pas, c'est comment vont se développer les brasseries. Est-ce que le phénomène va se développer encore davantage ? Bon, à suivre. Comme disait Philippe Martin, on a un marché, l'offre et la demande. Moi, je regarde ce qui se passe également ailleurs. N'oublions pas, je vous ai parlé tout à l'heure des zones de production américaines et allemandes. Ces gens-là produisent du bio. Alors que aller voir un Américain faire du bio, ça fait rigoler quand même, hein. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ce sont des compétiteurs, ce sont des gens qui aiment le business et ce sont des gens qui vont en tout cas lorgner sur nos affaires. Et c'est à nous de faire en sorte qu'on arrive à trouver dans toutes les régions suffisamment de bons producteurs pour approvisionner ce marché. Alors comme disait Philippe, quelle est la date? Je n'en sais rien. Moi je pense qu'on est durablement pour peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans dans une logique de déséquilibre de ce marché, malheureusement avec une demande bien plus supérieure à l'offre. Merci Antoine. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle sur le sujet de l'interprofession ou autre chose? C'est le moment de prendre la parole. Ce sera sûrement une des dernières fois de la journée pour cette série de conférences. C'était la dernière question. En tout cas, je sais qu'elle vous tenait particulièrement à cœur. Merci encore beaucoup pour cette présentation. Alors, pardon, c'était pas la dernière question. Je voudrais faire juste une remarque, mais peut-être que Mathieu la ferait aussi en conclusion. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, quand on a l'occasion de discuter avec l'État, avec le ministère, à tous les étages, ils saluent vraiment tous le travail qu'on est en train de faire pour une filière qui représente 500 hectares, allez, peut-être 600 hectares en France, et ça, c'est quand même à souligner. Moins de 0,8% de la surface agricole française. Ça vous donne un petit peu l'ampleur du sujet du houblon et ce que ça peut représenter quand on va se battre, que ce soit à Bruxelles ou encore au niveau du ministère. Un grand merci à tous nos intervenants. On a un beau projet devant nous. Et félicitations à Interhoublon et bon vent pour la suite. Merci à tous et on se retrouve d'ici 4 ans, par exemple, pour refaire un point autour de ça. Merci à tous. Nous nous retrouverons... vous vouliez intervenir? Je voulais juste proposer à tous les brasseurs, producteurs et négociants de venir sur la scène, qu'on fasse une photo, parce que Interhoublon, c'est justement la réunion de tous les acteurs de la filière. Donc si vous voulez bien venir, qu'on fasse une photo de famille pour construire ensemble, en images aussi, cette interprofession. Reste derrière. Viens sur la photo. Tu veux que je t'aide? Ça s'arrange. Ça s'arrange. Qui est parfait. Si tu me remets un peu de son, ça sera sympa. Pendant que la photo se tient, je vous rappelle la liste des conférences qui se tiendront demain et je vous donne rendez-vous demain matin dès 10h30 si vous êtes levé assez tôt et si vous avez tenu le choc pour parler des méthodes de sanitation dans le monde de l'embouteillage. 11h30, on parlera de la qualité de malt pour produire une bière artisanale de qualité. Les bières sans alcool, ça sera 12h30. 13h30, la microfiltration. 14h30, brassage amateur en toute alchimie avec Patrick Fricoteau. On écoutera encore le houblonnage à froid, on reparlera de houblon, mais autrement à 15h30 et à 16h30, les maltes spéciaux. Merci pour votre présence fidèle. Merci aussi pour avoir assisté à cette présentation. Merci encore à Pierre Luthier pour cette animation, d'être venu là-dessus. Et on se retrouve demain, parce que notre salon ferme ses portes à 18h, et il ne doit pas être loin, 18h. Bah oui, il vous reste 2 minutes. Merci pour votre présence, et à bientôt.